J'accueille Groucho et Chico. Makes us start a reminiscing. Il a un gros nez, des moustaches et des lunettes. Il est tout à fait magnifique. C'est un des 2 plus grands animateurs du monde. Il s'appelle Chico Dagno. Il a aussi un gros nez, des moustaches, des lunettes. J'ai nommé l'autre animateur magnifique, Groucho Business. Et nous sommes là tous les samedis soirs sur Antenne 2 pour vous présenter la plus grande émission du monde, Rock'n'Roll Graffiti. Tout le monde en a parlé à retrouver Alexandre Marcelin, alias Groucho, chez lui dans le 16e arrondissement de Paris. Toujours très actif, il prépare la programmation musicale d'émissions de télé, mais n'en oublie pas moins sa chienne, fidèle comme une ombre. C'est du bon jambon allégé. Et alors après ça, on va aller travailler un petit peu. Mes chiens, beaucoup plus important quand même que le travail. C'est beaucoup plus urgent. Ma chienne est formidable parce qu'elle est un peu sourde, mais elle adore la musique, elle sent les vibrations. Et elle adore le cinéma également. Et étonnamment, je l'ai emmenée voir Autant n'emporte le vent, il n'y a pas très très longtemps. Et elle n'a pas du tout aimé le film. Et j'ai été très surpris parce qu'elle avait adoré le livre. Donc voilà. Groucho n'a décidément pas perdu son humour légendaire. La preuve dans l'émission où il tient une chronique matinale. Le chien de mon père pue énormément du derrière quand il lui arrive de péter. Et oui, et Dieu sait que c'est souvent. Et non mais fallait pas finalement. La vie est dure. Hein. Tout le monde en a parlé a aussi retrouvé son complice, Sam Choueka, alias Chico, lors de sa tournée matinale des commerçants du 7e arrondissement de Paris. Pour aller chercher son pain, il bénéficie d'un accès privé à la boulangerie. Hello, c'est Sam. Salut. Bonjour Jean-Luc, ça va bien? Bien. Un beau petit campagne? Yaku, tu l'aimes bien Yaku, toi? Ouais, comme t'aimes. Voilà, là c'est parfait. Bah, je connaissais sa voix, je connaissais un petit peu sa gueule, et maintenant je connais son caractère, quoi. Bon, je me brûle pas. Je te remercie. T'en prie. À très bientôt. Salut. Allez, je vous emmène. Ces journées, Chico les consacre à sa fille et à ses proches. Mais lui qui est resté un grand enfant ne manque jamais une occasion de jouer au pilote. Voilà, je tiens juste à dire que c'est Marc qui a fait ça de ses petites mains. Tout, le décor, tout ça, et je trouve ça assez extraordinaire. Alors voilà, quand on appuie... C'est assez difficile. Ouais. Elles arrivent à monter à peu près à 60 km/h en ligne droite, ce qui fait au niveau de l'échelle à peu près 320 km/h de moyenne. Régulièrement, il me bat, voilà. Mais c'est le plaisir, c'est vraiment du plaisir, vraiment un jeu d'enfant réalisé par une grande personne. Voilà, c'est ça. Mais ça reste un jeu d'enfant. Groucho aussi aime passer du temps avec ses amis. Son hobby, c'est la pétanque. Oh, Simon! C'est l'heure! Ok, j'arrive. Tu es là, ça va, poulet? Café? Est-ce que tu as les boules? Bah, évidemment. Et une fois par semaine, en bas de la maison, on joue. Alors normalement, on est plus nombreux. Aujourd'hui, on est 2. Donc c'est quand même des moments très très importants, si tu veux venir avec moi. Parce qu'il est gentil, mais il triche. Non, bah écoute... Il triche. Non, c'est trop court, là. Ah non, c'est trop court. Essaye de t'entraîner, tu vois. Essaye de te libérer ton bras. Ah voilà, là, c'est bien, là. Faut jouer à gauche. De toute façon, t'es obligé de jouer à gauche maintenant. Voilà, regarde. Regarde. Et là, il n'y a rien à faire, là. Pendant ce temps-là, Chico se rend chez le coiffeur, le même depuis 20 ans et la même coupe très originale. 27 ans que j'ai cette coupe. J'ai essayé pourtant de les laisser pousser pour les avoir comme toi. Eh ouais. Mais bon, c'est pas évident, tu vois. Et tu t'en lasses pas? Bah non. Tu sais pourquoi, en fait? J'ai compris pourquoi. Ouais. Parce qu'elle change avec la couleur de mes cheveux qui blanchissent. Au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, l'effet est différent. C'est super. Ah ouais, c'est vachement bien. Et puis dès que je remets les lunettes, c'est... En fin de journée, le duo se reforme pour quelques heures. Enfin, si Chico veut bien arriver. Bon, bah, j'attends le gros, comme d'hab. Ça fait 20 ans que j'attends. Toujours à la bourre. Des années et des années, je l'ai toujours attendu. À la radio, à la télé, à la bourre. Ah, te voilà. Non mais, hé, tu as vu l'heure, Moïse? Tu as vu l'heure, Moïse? Comment tu vas?
Ça va, Paul? Ça va, Paul, et toi? Allez, en forme? on va boire un coup? Allez, on va se boire un coup. Toujours complices, les duettistes aiment se retrouver autour d'un verre. Tu vas retrouver l'imperméable de l'inspecteur Gadget. Oui, on est d'une sobriété absolue. Oui, mais c'est l'heure qui fait ça. Non, puis avec l'âge, on renverse. À l'époque, il y a 40 ans, on renversait moins. Avec l'âge, aujourd'hui, on renverse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et maintenant, la lumière se rallume sur Groucho et Chico. Groucho et Chico, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Salut. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Chico Dagno. Oui. Vous êtes né sous le nom de Sam Shweka, Oui. le 24 septembre 1947 au Caire. C'est exact. Père grossiste en matériel de petite papeterie, les crayons, les gommes. Les mines. Et mère femme au foyer. Absolument. Alors, très jeune, vous découvrez la musique en écoutant la radio. Et en 1955, quand vous entendez les premiers rock, vous voulez immédiatement une guitare, évidemment. Que j'ai eu. Alors, dans la famille, on parle français. Vous fréquentez le lycée français du Caire. Exact. Mais on parle également arabe, anglais et ladino. Oui. Alors, le ladino, c'est une langue judéo-espagnole, Oui. utilisée notamment en Turquie. Exactement. Vous savez encore parler le ladino? Si, lo puedo. Sin problema. Ah oui, c'est un peu comme l'espagnol quand même. C'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol. C'est du yiddish espagnol. Si, voilà, c'est un peu ça. Yiddish espagnol. Alors, votre connaissance des langues vous sera utile à tous quand, après l'arrivée au pouvoir de Nasser, vous déciderez de quitter l'Égypte. Et en 1957, vous avez 10 ans, vos parents renoncent à la nationalité égyptienne pour pouvoir partir en France. Et là, vous arrivez, vous êtes apatride, quoi. Vous avez Apatride, oui. Petite carte de séjour sur laquelle je découvre que je n'ai pas de nationalité. Il y a marqué nationalité sans. Ouais. Alors votre père réussit à trouver une place de grossiste en matériel de bureau. Oui. Il finira par racheter la boîte quand même. Exactement, oui, absolument. Bah, c'était son métier déjà en Égypte, donc le refaire ici, pour lui, je pense que ça a été plus facile. Alors à l'époque, évidemment, vos parents n'ont pas d'argent au départ, ils sont obligés de vivre à l'hôtel. Et votre frère et vous êtes inscrits dans une pension juive et c'est un déchirement parce qu'évidemment, vous êtes séparés. Jamais quitté les parents de notre vie, d'un seul coup, du jour au lendemain, on ne les voit plus que 2 fois par mois. Alors ensuite, la famille s'installe à Boulogne-Billancourt où vous passez votre enfance. Alors là, évidemment, on est loin des bords du Nil, quoi. Ah non, il y a les bords de Seine. C'est pas la même chanson, quand même. Alors heureusement, chaque été, la famille part en vacances à Nice. Oui. Et c'est là qu'avec votre argent de poche, vous achetez chez Ben, qui est devenu un artiste mondialement connu, évidemment, vous achetez vos premiers disques. Exactement. Rue Tonduti de l'Escarène, exactement. Ah ouais. Alors, à la même époque, à l'Olympia, vous voyez les Shadows. Oui. Avec leur fameuse chanson Apache. Absolument. Voilà, vous faites un groupe, vous jouez dans les rallyes, dans les surbooms l'après-midi. Ouais. Après le bac, vous faites l'ESCA, qui est une école de commerce jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, bon, vous en avez un peu marre du côté straight de la vie. Ouais, quoi. les études, c'était... ça va 5 minutes. Quoi. Puis, moi, j'avais la musique en tête, mon père avait le commerce en tête. Ouais. Et moi, ça ne collait pas vraiment. C'est difficile avec lui, oui. Alors, c'est Arlette Tabar, fameuse Babar, l'assistante de Lucien Maurice, directeur artistique d'Europe numéro 1, qui vous remarque un jour où vous accompagnez un copain pour une audition au disque AZ. Exactement. Et vous aussi, vous passez une audition par la même occasion. C'est-à-dire, j'étais sur place, je me suis dit, dans le fond, je trouve que c'était bizarre, ces auditions. Il y avait des jeunes qui ressemblaient à Claude François, qui venaient chanter du Claude François, des jeunes qui ressemblaient à Mireille Mathieu, qui chantaient du Mireille Mathieu. Le copain que j'accompagnais, lui, bon, il avait ses propres chansons. Puis moi, je déconnais, j'adorais chanter en anglais, etc. J'ai dit, tiens, dans le fond, puisque je suis là, est-ce que je peux passer l'audition? Voilà. Et voilà. Alors un jour, elle vous rappelle et elle vous demande de présenter le Musicorama spécial Jimi Hendrix en direct à l'Olympia. Oui, en octobre 67. Impressionné quand même, Arlette Tabar. Ah oui, c'est d'abord, c'est une femme qui est très impressionnante et elle m'avait dit, toi, tu as un potentiel, tu aimes le rock, tu vas présenter Hendrix à l'Olympia. Je me suis retrouvé en octobre 67 à le faire. Alors dans la salle, il y avait votre père, votre mère, votre grand-mère, tout le monde. Ça, c'est un souvenir. Tout le monde était là. Je peux me vanter de dire que je suis le seul au monde à avoir vu son père né en Égypte, ma mère née en Égypte, ma grand-mère née en Turquie, à Istanbul, qui venait voir, non pas Hendrix, mais me voir moi. Parce que Jimi Hendrix, ça devait les affoler quand même. Ah moi je comprenais pas, parce que dans la salle c'était Velvet and Satin et Passe-moi le chilom, et moi je voyais mon père, si je peux me permettre, après le spectacle, mon père est venu me voir et il m'a vraiment posé la question, il m'a dit, je voudrais te demander quelque chose.
toi, tu as été formidable. Mais ce garçon, il gagne vraiment de l'argent en jouant de la guitare comme avec son zob. Oui, c'est vrai, oui, oui. Ça, voilà, c'était une impression. Alors voilà, le problème, c'est que vous ne rappelez pas Babar, Arlette Tabar, et là, votre père vous pousse à entrer chez Olivetti. Oui. Alors là, c'est un peu plus dur, vous vous retrouvez à vendre des machines à écrire, des machines à calculer. Eh oui. Pour la plus grande satisfaction de mon père, le plus beau métier du monde, représentant. Bien sûr. Ah oui. Et là, vous vous en échapperez pour travailler dans l'industrie phonographique. Alors là, vous faites plein de trucs, en fait. Vous faites auteur-compositeur, attaché de presse, directeur de maison de disques, chanteur. Vous avez fait un disque qui s'appelle Alors ça va. Exact. Par Sam, chez AZ, évidemment. Oui. Directeur artistique, enfin voilà. Et vous décidez de quitter le showbiz après tout ça. Je décide d'arrêter parce que ça fait très longtemps, beaucoup d'années. C'est un métier qui est très difficile, très stressant, contrairement à ce que les gens veulent bien croire. Les paillettes, ça s'entretient. Et j'en ai marre. Donc je décide d'arrêter. Et là, vous faites de la pub, faites des voix dans la pub, alors tout va bien. Et c'est là que vous retombez sur Alexandre, que vous aviez connu 10 ans auparavant, non? Ah oui, tout à fait. Je sors d'un studio pub, comme on disait à l'époque, à Europe 1, et qui je rencontre, cet énergumène, qui lui-même était à Europe 1. Groucho Business. Voilà. Alias Alexandre Marcelin. Donc vous êtes né le 12 novembre 1951 à Paris 9e. Vos parents travaillent dans l'immobilier. Oui. Petit commerçant d'abord. Oui. Et une fois que le schmatt, ça marche plus, il passe à l'immobilier. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de stock. Et oui. Alors, vous passez votre enfance entre Paris et Deauville. Oui, parce que ma grand-mère a une boutique à Deauville. Et voilà. Donc je vais voir la mémé à Deauville tous les week-ends et les grandes vacances. Alors, votre souvenir d'enfance le plus marquant, c'est le premier TEPAZ à l'âge de 7 ans, quoi. Ouais. Voilà, pas par hasard, parce que j'avais été malade, j'avais été un an couché, rhumatisme particulière, et j'ai découvert à cette époque-là la radio. Et on m'a offert mon premier TEPAZ. Et j'ai commencé à acheter des disques et je suis tombé red dingue de ça, complètement. Le rock'n'roll. Rock'n'roll, et le twist et la variété, et Sheila et Claude François et tout ce qui va avec. Alors à partir de là, pendant vos études au lycée Condorcet, vous êtes passionné de musique, de radio, enfin vous êtes vraiment... En fait, globalement, je pense qu'à ça. Globalement, je pense qu'à ça. Je suis un élève excessivement moyen et avec les potes, on n'a qu'une idée en tête, c'est aller à la gare Saint-Lazare au magasin Le Discobol pour écouter, ou sur les Champs-Élysées, chez Symphonia, évidemment. Bien sûr. Pour aller véritablement écouter les nouveautés, parce qu'elles passaient par la radio, aller acheter les imports, tout l'argent de poche passe là-dedans, passion absolue, et partage avec les potes, tiens, tu connais ça, on échange ça, on écoute ça, passion complète. Et alors, les études passent très très loin derrière, c'est sûr. Alors à l'époque, vous ne voulez pas devenir animateur, en fait, vous voulez être programmateur et réalisateur. Hein. Ah non, animateur, jamais, c'est arrivé tard par accident. Moi, mon truc, c'est de rentrer dans une radio, Europe 1, clairement, et pour faire quoi, je sais pas, je me dis pour choisir les disques. Ça, c'était mon truc. Je savais pas que ça s'appelait programmateur. Encore. Et c'est en 1971 que Pierre Delanoë, qui est alors le patron de Europe 1, vous découvre. Alors que vous faites le DJ chez Régine à Deauville. Et oui, parce que quand j'avais 18 ans, j'arrivais avec tous les potes et on allait en boîte. Et on trouvait le disquaire absolument à chier de l'époque chez Régine. On a été voir, je sais plus qui, le directeur du casino à l'époque, en lui disant, votre disquaire, il est vraiment à chier. Et le mec lui dit, vous pourriez faire mieux. Et il dit, bien sûr, je pourrais faire mieux. Très prétentieux. Et je suis arrivé le week-end suivant avec mes valoches de disques. Et pendant, je crois, une saison d'hiver et d'été, au Brumel et ensuite dans une autre boîte au Galapagos, j'ai fait ce qu'on appelait disquaire. Et ce qui était formidable, parce que d'abord, on passait la musique qu'on voulait. Pour faire tomber les gonzesses, c'était quand même un très, très grand bonheur. Et on était les rois du monde. Puis un soir, il y a un mec qui vient me voir. Je faisais des études à l'époque dentaires, ce qui m'intéressait pas un quart de seconde. Et ce type me dit, c'est vachement bien ce que vous passez. Et il me dit, c'est étonnant, vous voulez faire quoi dans la vie? Vous faites quoi? Je lui dis, en rigolant, je lui dis, moi, je rêve de faire de la radio, je rêve de rentrer à Europe 1. Je savais pas qui c'était. Et le mec me dit, écoutez, je vous laisse ma carte, laissez-moi votre téléphone. Voilà, je m'appelle Pierre Delanoë, je suis directeur des programmes d'Europe 1. 8 jours après, il a téléphoné chez moi à mes parents et je suis rentré à Europe 1 en 71, j'avais 19 ans, conte de fées total. Alors après un stage de programmation avec Babar, pareil, et un stage de réalisation sur Campus, l'émission de Michel Lancelot. Je me suis mis à travailler avec les gens
qui étaient complètement mes idoles, quoi. Ouais. Avec Lancelot. Ouais. Bah, il y en a eu un paquet, parce que pendant 10 ans, vous allez réaliser des émissions chez Europe 1. Il y a eu Jean-Loup Lafont, il y a eu Pierre on a Bond. monté Mosic avec Jean-Loup. Voilà, Mosic, il y a eu Christian Morin, Gildas, Jouffa. Pierre Péchin. Voilà, Coluche. Ouais, voilà. du monde. Voilà. Alors ensuite, vous fondez Radio Bleu. Ça, c'est la première radio, c'est en 80, à la demande de Jacqueline Baudrier. Voilà. Ça a été la première radio senior. Ensuite, Radio Capitale, la radio de Père Driel, le propriétaire du Nouvel Observateur. 81, une date importante, puisqu'il y a le monopole de la radio qui tombe. Et là, avec Paoli, on monte notre première radio FM. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous retombez sur Sam. Voilà. On arrive à ce qu'on disait tout à l'heure. Je sors du studio pub. On y arrive. Et voilà. Et alors, je monte cette radio et je suis un mec sérieux. Je suis un mec patron de radio avec la cravate et tout le truc. Et je cherche des animateurs. Et je me souviens d'une espèce de Dario Moreno que j'avais connu dans les années 70, qui arrivait de chez Barclay avec des disques sous les bras. On était devenus très très potes tous les deux. On allait bouffer dans les restaurants cachers, yiddish tous les deux, à se raconter des bêtises et à se partager la même musique. On est des malades mentaux de musique. Et je me dis, ce mec-là, il est drôle. C'est mon copain, il connaît la musique, ça va faire un formidable animateur de radio. Je l'appelle, je lui fais passer un casting. Un à toi et un Laurent Boyer. Catastrophe les deux. Le truc, c'est que moi, habitué à travailler avec les États-Unis, ayant fait beaucoup de voyages aux États-Unis à l'époque, pour moi, la FM, ça représentait le bonjour, avec une grosse voix, on est sur l'autoroute, etc. Et lui, il me dit, mais t'es à chier. Je lui dis, mais tu parles pas drôle. comme ça dans la vie. T'es pas comme ça. Et je les engage pas, ni l'un, ni l'autre. La différence, c'est que tous les deux, vous continuez à vous voir quand même, bien sûr. En dehors du boulot, disons, et quand vous quittez Capital pour créer 95.2 avec Robert Namias, là, vous faites une émission tous les deux, en fait, il n'y a pas de pognon, le dimanche soir, vous ne savez pas quoi faire. Accident de parcours. Voilà. Une animatrice qui prend des vacances, personne à remplacer, Namias me dit, tu te démerdes, on n'a plus de budget. J'appelle Sam et je lui dis, écoute, j'ai jamais parlé moi dans un micro de ma vie, c'est pas mon truc, toi non plus, mais on va faire comme à la maison. C'est-à-dire, tu vas venir avec tes disques, je vais prendre les miens, et puis on va se dire, tiens, tu te souviens de ça, écoute ça, écoute ça. Et je lui ai dit, il y a juste un truc, on risque d'être tellement mauvais, moi je suis un mec un peu connu maintenant dans ce métier, un peu sérieux et tout, je peux pas faire ça sous mon nom, on va prendre des surnoms. Et voilà. Comme il ressemble à Groucho. Oui. Groucho Business. Voilà. Moi, vu mon physique, j'ai dit Chico. Le contraire, et Dagno. Dagno, voilà. Et là, vous faites le légendaire Montparnasse Graffiti, quoi, qui était, moi je me souviens à l'époque, une émission absolument culte. La gloire, ça sera la télé avec le top 50 et Rock'n'Roll Graffiti en ouverture des enfants du rock. Oui, absolument. Et ça a été pour nous quelque chose de totalement inattendu. C'est-à-dire que on tourne les émissions des Rock'n'Roll Graffiti. On les tourne au mois de juin. Ouais. Moi, je pars en vacances. Je vais en Grèce. 15 juillet, je suis sur le port, je prends mon petit café, ma chemise hawaïenne, je suis tranquille, etc. Et je vois les touristes qui arrivent et qui n'arrêtent pas de me regarder. Et moi, je ne comprenais juste pas ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai compris que l'émission avait cartonné, en fait. Ouais. Et c'est vraiment en voyant les gens. C'est un truc, quand ça vous arrive, c'est... Alors, quelle a été la réaction de votre entourage, votre père, par exemple, à ce moment-là? Ah, mais mon père, pour lui, ça a été... Enfin, d'un seul coup, il avait oublié son commerce. Hein. Il avait oublié qu'il fallait que je rentre dans son commerce, etc. Mais tu es formidable, vraiment. Je t'adore. Quand je te vois à la télé, c'est extraordinaire. Et la télé a ceci de particulier. C'est vrai qu'il parlait comme ça. L'accent égyptien. Quand on lui disait qu'il avait l'accent de Dalida, il trouvait qu'il n'avait pas d'accent. Mais c'est Dalida qui en avait un. Et en fait, la télévision, je tiens aujourd'hui à lui rendre vraiment grâce, parce que c'est vrai que on oublie tout simplement que nos parents nous regardent. Et donc, on est avec eux. Finalement, je lui tenais compagnie. Et voilà, je ne saurais jamais trop remercier, donc, parce qu'il était ravi. Et vous, vos parents? Moi, pareil. Alors, nous, on a le même parcours. Moi, je suis petit-fils d'Ashkénaz arrivé de l'immigration Pologne, début du siècle. Quand un jour, ils m'ont vu à la télévision faire le clown, parce qu'on faisait vraiment le clown, ils auraient pu trouver ça ridicule. Ils adoraient ça. Ils étaient d'une fierté absolue. Dites-moi, à l'époque, vous avez gagné de l'argent avec tout ça? Non. Non, c'était pas... On a gagné notre vie. On va dire ça comme ça. On a gagné notre vie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les producteurs indépendants. On était... Vous étiez salarié de la chaîne. On était vachement bien payés parce qu'on faisait de la radio, plus de la télé, plus un peu de pub, plus des... On gagnait très bien notre vie. De l'argent, non. Et les gonzesses?
on était vachement sérieux. Ben oui, moi j'ai épousé mon animatrice à l'époque, que j'ai engagée Cri-Cri à 95.2. Je l'ai épousée, donc moi je bouge pas une oreille. Lui, je sais pas. Non, mais tu bouges une oreille, tu bougeais une oreille, toi? Ah non, je pouvais pas bouger d'oreille. Non, de toute façon. J'ai toujours dit une chose, c'est que je suis un homme fidèle. On balance. Et d'abord, avant tout, fidèle à moi. Non, c'est vrai, je l'ai jamais vu bouger une oreille. Non, tu m'as jamais vu bouger une oreille. Donc. Non, mais toi, j'ai connu beaucoup de choses. Mais c'est avant, tu as connu tous mes mariages, toi. Oui. Ben oui, mais la première, erreur de jeunesse, la deuxième, erreur tout court, et la troisième, la bonne. C'est la bonne. Voilà. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? Le moment le plus magique, quoi. Alors moi, très honnêtement, c'est la naissance de 95.2, puisqu'on a eu avec Namias la chance d'avoir, à partir de 82, les moyens de nos ambitions, à savoir, il fallait pas le dire à l'époque, mais c'était Europe 1 qui nous finançait en sous-marin. On avait des studios somptueux et on avait surtout la possibilité de payer nos animateurs. Donc on a réuni autour de nous une Dream Team incroyable de gens qui aujourd'hui existent dans cette profession, qui sont Laurent Boyer, qui était Nagui, Thierry Beccaro. Et là, de retrouver mon pote pour ces émissions qu'on faisait, qui étaient Rock'n'Roll Graffiti, moi c'était ma récré, parce que j'étais en fait patron de la radio, et tout d'un coup je mettais ma casquette Gugus, et j'allais faire le con avec lui à l'antenne. Et vous, Sam, c'était quoi le moment le plus magique de l'époque? Je crois que c'est vraiment le premier soir, quand on allait au resto et qu'on entendait des gens dire « t'as écouté les deux cons et là, moi, ça m'éclatait de rire. Incroyablement. Le pire moment de cette époque, Alexandre? La mort de Michel Lancelot. Puisque quand on a monté 95.2 avec Namias, on a réengagé Michel Lancelot, qui était plus du tout dans l'actualité. Et c'est quelqu'un qui, pour nous, avait vachement compté. On était persuadés qu'il avait encore des trucs à dire. Puis un an après, un soir, on m'a passé un petit coup de téléphone. On m'a dit, voilà, Michel vient de mourir. Il était au Parc des Princes. Il a engueulé l'arbitre sur un match de foot. Et il a eu une crise cardiaque. Ça a été un truc très dur. Et le lendemain matin, c'était un samedi, le lendemain, on a fait notre émission en direct, qui a été une émission en hommage à Michel, et ça a été un beau moment, mais un moment, voilà, le plus dur, un beau pire moment, ça a été celui-là. Oui, pareil. Alors, en 1991, Alexandre, vous décidez d'aller vivre à Serre Chevalier, et c'est la fin du duo. Qu'est-ce qui vous a pris? J'en ai marre. J'en avais marre. Et je n'avais pas envie, à cette époque-là, de devenir un animateur de télévision un peu ringard qui cherche du travail. Nous, Marie-France Brière nous avait viré de la télé un an avant. On l'avait quand même mal pris. Et je me suis dit, j'ai plus envie de tout ça, j'ai plus envie, et j'ai envie de vivre autre chose autrement ailleurs. Et avec ma petite femme, on est parti effectivement, on s'est pris une année sabbatique qui a duré 10 ans à Serre Chevalier. Il voulait partir, et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Mais moi, je me suis retrouvé à la fois divorcé et orphelin, quelque part. Voilà, c'est un peu le problème. Vous êtes nostalgique aujourd'hui de l'époque de Rock'n'Roll Graffiti? Aucune nostalgie. Des souvenirs formidables, zéro nostalgie. Ah non, que des très bons souvenirs. Nostalgie, moi, je sais pas ce que c'est. Alors, Sam, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Bon, je vais le dire, ce ne serait pas vraiment une erreur. Je ne dirais pas à mes parents que je présente Jimi Hendrix à l'Olympia pour ne pas les voir arriver, parce que ça m'a foutu le trac de ma vie et une honte totale. La honte. Et vous? L'erreur, la vraie, il y en a une qui est très grave. Je peux l'avouer maintenant. Hein. Quand on voit les photos, on se rend compte, c'est la barbe. Entre 18 et 24 ans, j'ai une barbe Maxime Le Forestier, avec les cheveux de John Lennon et les petites lunettes. Alors, j'ai rasé ma barbe quand John Lennon a rasé la sienne, évidemment, et j'ai gardé la moustache. Mais clairement, s'il y avait un truc à refaire, ou à ne pas faire, surtout, c'est la barbe. Si on voit les photos, c'est terrible. Alors, quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Tant va la crue Chalot, qui est à l'appareil. Alors moi, j'aurais pas de tombe. Moi, j'aurais pas de tombe. Il faudra disperser mes cendres à Deauville, là où je vais à la pêche, c'est-à-dire tout au bout de l'Acheté. Voilà, il faudra disperser mes cendres là. Il n'y aura rien de marqué. Et si quelqu'un veut me faire une petite visite, ça sera là-bas. Oui. Merci. Voilà. J'étais très heureux de rallumer la lumière. Nous aussi. Merci infiniment. Merci Thierry. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.